Je dirais qu'à présent, Washington est fermement sous le contrôle d'Israël et de ses partisans aux États-Unis. Absolument. Au point où le soutien aux Israéliens à ce stade est dans les faits inconditionnels. Donc, c'est un grand changement. Des pays autrefois moins puissants et moins avancés technologiquement sont désormais très avancés. Cela inclut l'Iran, la Turquie, même la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats. Tout le monde peut regarder, tout le monde peut voir, et tout le monde est furieux. Et donc la question qu'il faut poser à M. Netanyahou est: pouvez-vous tuer pour sortir de cette situation? Mais je ne suis pas israélien, je suis américain. Et je pense d'abord et avant tout aux États-Unis. Et je vais être franc avec vous. Je suis très inquiet pour notre position dans la région et dans le monde. Car au final, tout le monde sait que nous détenons toutes les cartes concernant Israël. Aujourd'hui, Monsieur Netanyahou a bien plus d'influence et de contrôle sur ce qui se passe à Washington que le président Biden. Voici le colonel Douglas McGregor, vétéran de l'armée américaine avec 28 ans de service et ancien conseiller principal du secrétaire à la défense des États-Unis. Le colonel McGregor est un excellent connaisseur des événements géopolitiques complexes à travers le monde. Depuis des mois, le colonel McGregor alerte les responsables américains sur les dangers d'une guerre longue en Ukraine. Il a démontré comment l'armée américaine a sous-estimé la Russie, surestimé la force de l'Ukraine et, par conséquent, placé l'Amérique dans une position vulnérable pour l'avenir. Bien sûr, tout a changé le 7 octobre lorsque Israël a été brutalement attaqué par le Hamas. Du jour au lendemain, l'intérêt américain s'est immédiatement déplacé de l'Ukraine vers Israël. Mais un nouveau rapport de Politico a révélé que le Pentagone n'a pas d'argent pour un renforcement militaire au Moyen-Orient. La polarisation et le dysfonctionnement du Congrès ont failli provoquer la fermeture totale du gouvernement. Et l'armée, comme le reste du gouvernement fédéral, fonctionne avec un budget temporaire. Le conflit en Ukraine est dans une impasse. Le gouvernement américain réaffecte des fonds et ajuste les budgets pour préparer notre prochain grand conflit au Moyen-Orient. Lors de l'entretien d'aujourd'hui, le colonel McGregor et moi évoquons comment les présidents américains contrôlaient et influençaient le gouvernement israélien. Mais comment cela a considérablement changé en 2023. Nous parlons de la croissance des voisins d'Israël et de la façon dont la Turquie, qui possède de loin la plus grande armée de la région, pourrait devenir un acteur clé dans l'avenir de ce conflit. Enfin, nous révélons à quoi ressemble réellement le scénario le plus probable pour la fin du conflit israélo-palestinien. L'entretien d'aujourd'hui avec le colonel McGregor révélera ce que les médias traditionnels négligent souvent, car il ose dire la vérité sans détour. L'objectif final souhaité par Israël est-il un État israélien sans Arabes, allant du Jourdain à la Méditerranée? Si la réponse est oui, alors le Moyen-Orient est effectivement sur la voie de la guerre. Je voudrais avoir votre point de vue sur la situation actuelle entre Israël et la Palestine. Je suppose qu'on peut dire que la guerre concerne vraiment le Hamas, évidemment. Partagez vos réflexions sur ce sujet et comment vous percevez ce prochain grand conflit mondial où les États-Unis sont aussi au centre. Eh bien, gardez à l'esprit que lorsque les États nazis et soviétiques ont signé un pacte de non-agression et ont accepté de se partager effectivement la Pologne, les soviétiques prenant la plus grande partie de l'Est et les nazis prenant la majeure partie de l'Ouest. Tous disaient: c'est impossible. Comment cela est-il arrivé? Qui l'aurait prévu? Quiconque connaissait l'histoire de la région et de l'Europe savait que les Allemands et les Russes coopérèrent souvent sur de nombreux sujets. Donc, cela n'aurait pas dû surprendre, mais ce fut le cas. Les gens étaient choqués. C'est pareil actuellement au Moyen-Orient. La guerre entre Israël et les Arabes musulmans de la région n'a jamais pris fin. Elle se poursuit depuis la fondation de l'État d'Israël. Or, les Israéliens ont bénéficié d'un avantage parce que leur capital humain venait d'Europe. Donc, il y avait un niveau d'éducation plus élevé, de manière générale, plus de talent technologique et une meilleure compréhension de la façon d'utiliser et de faire les choses. Cela a fonctionné pendant longtemps. Par la suite, nous avons commencé à leur fournir un énorme apport de technologie, militaire et autres, pour les aider. Ils ont ainsi maîtrisé l'environnement et vaincu toutes les menaces présentes. En même temps, nous avons eu une série de présidents, à commencer par Eisenhower et jusqu'à Nixon qui étaient toujours prêts, et en fait, je dirais même, sous George W. Bush, qu'ils étaient toujours prêts à fixer des limites à ce que les Israéliens pouvaient faire avec leur puissance militaire supérieure. Et en gros, ils disaient, pas plus loin que ça. Vous savez,
Il y a eu un moment où j'étais en Israël, je crois que je ne sais pas si c'était en 2001, je pense que c'était probablement le cas. Les Israéliens, sous Sharon, ont fait une incursion à Gaza et ils rasaient des maisons avec des bulldozers. Les généraux israéliens de l'époque ont conseillé à Sharon de ne pas agir ainsi, affirmant que cela ne servirait pas leur cause. Eh bien, peu de temps après, George W. Bush a appelé et a dit « Écoute, Ariel, c'est inacceptable. Tu dois sortir de là. Ça va causer plus de problèmes que ça n'en vaut la peine. Alors fais-les sortir. » Et ils l'ont fait. Tout cela a disparu. Je dirais qu'aujourd'hui, Washington est fermement sous le contrôle d'Israël et de ses partisans aux États-Unis. Absolument. Au point où le soutien aux Israéliens à ce stade est effectivement inconditionnel. Donc, c'est un grand changement. Il faut garder cela à l'esprit. Et je pense qu'en conséquence, M. Netanyahou a décidé que c'était le bon moment pour frapper Gaza. L'attaque venant de Gaza lui a essentiellement offert une opportunité sur un plateau d'argent. Et nous commençons à découvrir que oui, c'était une attaque terrible et des choses horribles ont été commises, mais pas exactement comme cela avait été décrit au départ. C'est exact. 40 bébés ne se sont pas fait décapiter. Tout le monde n'a pas été violé, et ainsi de suite. Maintenant, on découvre qu'il y a eu beaucoup de tiramis, où des soldats israéliens inexpérimentés ont ouvert le feu et ont accidentellement tué des citoyens israéliens. C'est un problème quand on n'a pas vu beaucoup d'actions depuis longtemps, et qu'on a surtout agi comme un policier, pas comme un soldat. Mais il a dit « Écoutez, on ne s'entendra jamais avec ces gens-là. Le Hamas veut notre destruction, alors nous allons les détruire. Vous savez dès le début que vous n'attraperez jamais tous ces combattants du Hamas, parce qu'ils sont comme un banc de poissons nageant dans un océan. Alors, comment attraper les poissons que vous voulez vraiment? Vous videz l'océan. Ils sont en train de vider l'océan à Gaza. Ils blessent la population, la forcent et la poussent hors de Gaza. Utilisez le terme erroné que vous voulez. Ils détruisent toute l'infrastructure, les maisons et les bâtiments, indiquant clairement à la population expulsée qu'elle ne pourra pas revenir, car il ne reste rien. La seule chose que je peux trouver à l'époque moderne qui s'en rapproche, c'est la réponse allemande à l'insurrection de Varsovie en 1944 entre le 1er août et le 1er septembre. Et les Allemands sont entrés dans la vieille ville, ont écrasé l'opposition et ont effectivement chassé la population. De longues colonnes de milliers de Polonais quittèrent Varsovie. Ils ont tué le plus d'opposants possible. Les survivants, après leur reddition, furent envoyés en camp de concentration. Ce fut la fin. La Pologne ne s'est jamais remise de cela, car lorsque les soviétiques en sont arrivés, ils étaient en réalité très contents que toute résistance à leur arrivée au pouvoir ait été éliminée pour eux par les nazis. Mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et ça a marché, les Allemands ont réussi. Mais cela n'a pas vraiment profité à l'Allemagne, les principaux bénéficiaires étaient les communistes. Maintenant, nous parlons de quelque chose à Gaza, et le point de vue en Israël est que la population est incorrigible. Nous ne pouvons pas la réformer, nous ne pouvons pas la changer, nous ne pouvons pas l'améliorer. Peu importe ce que nous faisons, cela ne change rien. Par conséquent, elle doit partir, car tant qu'ils sont là, le Hamas est là. Et tant que le Hamas et la population sont là, nous ne serons jamais en sécurité. Ce n'est pas une position déraisonnable à adopter, sauf que nous vivons au XXIe siècle. Les choses ne peuvent pas être cachées. Exactement. Personne ne voyait rien avant la fin de la guerre, du moins ils en voyèrent les effets. Aujourd'hui, ils sont visibles presque instantanément. Le monde au Moyen-Orient a changé. Au cours des 50 dernières années, des pays qui étaient beaucoup moins capables, beaucoup moins avancés technologiquement, sont maintenant en réalité très sophistiqués. Incluez l'Iran, la Turquie, même la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats. Tout le monde peut regarder, tout le monde peut voir, et tout le monde est enragé. Et donc la question qu'il faut poser à M. Netanyahou est: pouvez-vous tuer pour vous sortir de cette situation? Je pense que la réponse est non. Le temps pour faire cela est déjà écoulé. Ensuite, il faut se demander, le Hamas peut-il, dans quelques circonstances que ce soit, vivre en paix avec Israël? Je pense que la réponse est sans doute non. En fait, la question maintenant est, est-ce que toute la région peut tolérer Israël après ce qui s'est passé? Après avoir vu plus de, 12 000 personnes tuées, 4 500 enfants, et ainsi de suite. Nous ignorons le nombre de combattants tués. Les Israéliens parlent de 1000. Comment pourraient-ils le savoir? Nous pensons que les Israéliens ont subi de lourdes pertes, mais personne ne communique ces informations. En réalité,
Nous n'avons pas avoué nos lourdes pertes face aux Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Cela aurait sûrement créé un scandale aux États-Unis, et Eisenhower et de nombreux généraux auraient été démis. Après la guerre, la vérité a fini par éclater avec le temps. Nous avons dit que nous avions infligé 200 000 pertes aux Allemands pendant la bataille des Ardennes. Les Allemands ont subi 68 000 pertes, dont seulement 11 000 tués. Nous avons eu plus de 140 000 pertes et 20 000 tués. Eh bien, vous savez, en cas de doute, mentez. C'est ça, le critère à la guerre. Vous savez, je pense qu'en ce moment, nous n'avons aucune idée de ce qui est vraiment arrivé aux Israéliens, ou de ce qui est exactement arrivé aux Arabes. Mais ce que nous savons, c'est qu'en termes généraux, c'est une catastrophe, un désastre humanitaire et une catastrophe. Oui. La question est donc, quelle est la suite? Ces deux questions doivent être résolues. Je doute que ce cessez-le-feu apporte quelque chose de positif, car je ne pense pas que vous obtiendrez de bonnes réponses. Cela arrêtera temporairement l'hémorragie. Oui. L'hémorragie recommencera. Et ensuite, la question est, jusqu'où cela va-t-il se propager? Et M. Poutine vient de prononcer, je pense, un discours très honnête et précis sur la situation au Moyen-Orient. Et il a dit qu'on ne peut pas adopter des résolutions condamnant un camp et pas l'autre. C'est ça. Ça doit être équilibré. Toute la région doit s'impliquer, tout comme les grandes puissances, pour arrêter cela. Et si cela n'arrive pas, nous aurons un conflit régional aux répercussions mondiales. Absolument. Nous y sommes. Oui, c'est fou qu'ils aient négocié un cessez-le-feu temporaire. Mais Netanyahou a aussitôt précisé que ce serait court et que l'hémorragie continuerait, comme vous l'avez dit. Et je pense que ce que nous avons vu, je suis assez inquiet pour Israël à l'avenir. Je veux dire, évidemment, Israël est un allié proche des États-Unis. Je veux dire, je pense qu'Israël a certainement le droit d'exister en tant que pays. Je ne pense pas qu'il y ait de débat à ce sujet. Mais j'ai vraiment peur pour Israël à l'avenir. Par exemple, s'ils continuent ainsi et qu'ils expulsent 2 millions de personnes de Gaza, quel sera vraiment l'avenir? Parce que pour chaque, je pense à tous ces enfants massacrés. Je veux dire, la violence exercée contre ces civils ne crée-t-elle pas encore plus d'extrémistes? Et si Israël expulse simplement 2 millions de personnes et prend le contrôle de Gaza, comment cela sera-t-il perçu au Moyen-Orient? Quel est l'avenir ici concernant l'opération d'Israël? Vous êtes préoccupé par Israël. Et moi, j'ai évidemment soutenu les Israéliens par le passé. J'aimerais voir Israël survivre en tant qu'État. Je ne suis pas insensible à leur sort. Mais cela ne veut pas dire que je déteste les Arabes musulmans. Je ne déteste pas les Arabes musulmans. Et je ne pense pas qu'ils devraient subir ce qu'ils vivent en ce moment. Je suis d'accord. Je ne pense pas que la punition collective soit une bonne idée, ni qu'elle soit viable. Mais je ne suis pas israélien. Je suis américain. Et je pense avant tout aux États-Unis. Je serai franc. Je suis très inquiet pour notre position régionale et mondiale. Parce que tout le monde sait qu'au final, c'est nous qui détenons toutes les cartes quand il s'agit d'Israël. C'est exact. Comme je l'ai dit, les présidents précédents sont intervenus en disant « ça suffit, arrêtez ». Parfois cela convenait aux Israéliens, parfois non, mais c'était dans notre intérêt. En 1973, nous voulions éviter non seulement une guerre régionale, mais aussi une guerre qui pourrait impliquer l'Union soviétique à ce moment-là. Nous savions que si les Israéliens traversaient le canal de Suez, entraient au Caire, déstabilisaient le pays et tentèrent de renverser le gouvernement, les soviétiques interviendraient militairement. Nous ne voulions donc pas cette issue. C'est pourquoi nous avons dit « Vous avez traversé le canal de Suez, puis retirez-vous de l'autre côté ». Et finalement, je pense que cette guerre s'est révélée bénéfique stratégiquement, à terme, pour l'Égypte et Israël. C'est quelque chose de positif qui, à mon avis, est aujourd'hui gravement menacé à cause des événements actuels. Mais le vrai problème est le suivant. Monsieur Erdogan et la Turquie. Et la Turquie dispose maintenant d'une puissance militaire énorme. Elle bénéficie d'un bon financement et du soutien des Émirats, en particulier du Qatar. La Turquie bénéficie maintenant d'un certain soutien de la part des Russes. Même les Iraniens, qui étaient historiquement des rivaux, ont admis en privé que cela allait trop loin pour eux. Vous savez, nous sommes tout aussi écœurés. En d'autres termes, les sunnites et les chiites vont enterrer la hache de guerre, et nous allons nous occuper de ce problème, parce que nous devons tous nous impliquer. Monsieur Erdogan a maintenant lancé ce qu'on appelle la flottille de la liberté, environ 100 navires transportant de l'aide humanitaire vers Gaza. Et ils ont quitté le port et se dirigent maintenant vers Gaza.
Il ne faut pas très longtemps pour aller de la Turquie à travers la Méditerranée pour atteindre Israël ou Gaza. C'est important parce que la dernière fois que les Turcs ont tenté quelque chose comme ça, il y a quelques années, ils ont envoyé un cargo chargé d'aide humanitaire. Il a été bloqué par les Israéliens, et les Israéliens sont même montés à bord du navire, et 3 citoyens turcs ont été tués dans la bagarre qui a suivi. Ça a été un désastre. Et les Turcs étaient furieux, mais ils se sont retenus. Cette fois, je pense que M. Erdogan envoie cette flottille certainement pour aider la situation à Gaza. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pas tellement pour défier les Israéliens, parce que je pense qu'il sait ce qu'ils vont faire. Ils interviendront sans doute pour empêcher son arrivée, ce qui pourrait créer des situations pires que la dernière fois. Je crois qu'il attend de voir ce que nous, les États-Unis, allons faire. il demande si vous allez participer à cette catastrophe et permettre qu'une guerre régionale éclate pour cela. Ou bien allez-vous, Amérique, intervenir et arrêter cela, parce que nous avons le pouvoir de le faire. Oui, nous l'avons, et la responsabilité aussi. Dites simplement à M. Netanyahou que nous retirons la flotte. Nous retirons nos forces en mer. Nous n'enverrons plus aucun soutien, quelles que soient là les circonstances, tant qu'il ne cessera pas ce qu'il fait. Je ne pense pas que nous le ferons. Parce que je pense qu'aujourd'hui, M. Netanyahou a bien plus d'influence et de contrôle sur ce qui se passe à Washington que le président Biden. Et nous avons un Congrès qui est habitué à quelque chose de très dangereux. Il considère la guerre comme un événement qui se déroule sur le sol des autres, pas sur le nôtre. En d'autres termes, oh, eh bien, vous savez, c'est mauvais, c'est malheureux, mais ça s'est passé là-bas. Eh bien, c'est quelque chose qui pourrait finir par nous atteindre et causer beaucoup de dégâts ici, aux États-Unis. Donc je pense que le Congrès a abdiqué sa responsabilité parce qu'il fuit la responsabilité. Et encore une fois, cela nous ramène à l'électorat. L'électorat est en partie responsable de cela parce que nous n'y attachons pas beaucoup d'importance. Vous savez, l'électorat est très mécontent du fait que nous poussons un pacte vert au détriment de notre secteur énergétique, qui est en ruine à cause de cette administration. Il devrait être en plein essor. Nous pouvons trouver une approche équilibrée qui fournit un peu d'énergie solaire et d'autres formes d'énergie verte, mais nous ne pouvons pas nous suicider comme l'ont fait les Allemands en fermant essentiellement les centrales nucléaires et en fermant les centrales à charbon, et ainsi de suite. Les Américains sont très sensibles à cela. Ils sont très sensibles au coût de l'essence, au prix de l'alimentation, tout comme les Chinois et les gens du monde entier. Et à mon avis, ils ne prêtent pas vraiment attention à ce qui se passe. Au lieu de cela, on leur dit encore une fois que nous devons soutenir Israël. Israël n'a pas de traité d'alliance formel avec nous. Nous soutenons Israël parce que nous aimons les Israéliens, parce que nous aimons cet État. Nous pensons qu'il mérite d'exister. Mais il y a des limites à nos intérêts. Est-ce dans notre intérêt de financer sans condition l'expulsion de millions de personnes de leur foyer afin de créer un nouveau méga-État juif allant de la Jordanie à la Méditerranée? Je ne crois pas que ce soit dans notre intérêt. C'est justement la question que M. Erdogan pose à Washington. C'est ça. Excellentes analyses, colonel, merci. Il sera intéressant de voir la réaction des États-Unis, car comme vous l'avez dit, nous contrôlons vraiment les cordons de la bourse. Et évidemment, ils reçoivent 3 milliards de dollars par an du gouvernement des États-Unis. Évidemment, l'aide étrangère la plus importante accordée à un pays dans le monde, Israël, je pense, ajustée à l'inflation, c'est plus de 300 milliards de dollars depuis que ce pays est devenu indépendant en 1948. Merci d'avoir suivi l'interview avec le colonel McGregor. Si vous n'avez pas vu notre interview sur la guerre en Ukraine, c'est une autre vidéo à ne pas manquer et vous pouvez simplement cliquer ici pour regarder la présentation complète.